Alors, je vais essayer, moi, de sortir un petit peu de ce qui a été dit par le vice-ministre malgache pour reprendre le problème un peu différemment, en partant de quelque chose dont on a beaucoup parlé hier, c'est-à-dire que le monde est en pleine recomposition, avec un pays qui va être, dans les 5 ans à venir, la première puissance économique mondiale, la Chine, et un pays qui a été la première puissance totale mondiale, les États-Unis, et qui essaie désespérément de maintenir son leadership à travers l'aspect militaire et à travers l'aspect numérique. Dans ce cadre-là, moi je pense que tout pays, toute organisation d'ailleurs, a sa place dans le futur, dans ce monde en recomposition, mais à condition de prendre en compte un certain nombre de réalités d'aujourd'hui qu'on ne peut pas évacuer pour une raison ou pour une autre. La première d'abord, c'est ce qu'on appelle la numérisation ou la digitalisation, qui est en définitive, qui nous amène plus exactement au niveau des entreprises comme au niveau des États à changer complètement nos modes de travail et nos modes de pensée et nos modes de fonctionnement. Dans le futur, que ce soit en Afrique, que ce soit dans n'importe quel coin du monde, les gens sont plus informés et seront plus informés de tout ce qui se passe que le sont aujourd'hui les dirigeants. Parce que l'information va devenir de plus en plus accessible à tous, avec tous les risques que ça représente. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que lorsqu'on parle de gouvernance, il faut voir à qui on s'adresse. Si on s'adresse à des gens qui ne savent rien, il est facile de faire quelque chose, de donner des instructions. Si on s'adresse à des gens qui comprennent beaucoup de choses, parce qu'ils ont entendu beaucoup de choses, le problème devient totalement différent. On ne peut plus gérer, et on ne pourra plus gérer les gens, quels qu'ils soient, les nationaux de toutes les nations du monde, de la même manière dans le futur qu'on l'a fait dans le passé. Et ça me paraît un point extrêmement important. Le deuxième, c'est que nous sommes aujourd'hui dans de curieuses relations, parce que dans le passé, on était amis ou ennemis, on était partenaires ou concurrents, et c'était valable pour les entreprises, c'était valable pour les États. Aujourd'hui, on s'aperçoit que partout, on peut être à la fois amis et ennemis, concurrents ou partenaires et concurrents, en fonction des domaines dans lesquels on se trouve. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois, on peut travailler dans un domaine ensemble, tout en étant complètement à l'opposé dans un autre. Je vais prendre un exemple entre la France et les États-Unis. Le président Trump et le président Macron sont d'accord sur un certain nombre de choses. Il n'empêche qu'ils sont en total désaccord sur l'Iran, et ils sont sur le traitement de l'Iran, et on vient de voir hier qu'ils ne sont pas d'accord non plus sur Jérusalem. Ça n'empêche que nous sommes partenaires. Ça n'empêche que nous travaillons ensemble. Cette notion, je dirais, cette ambivalence entre le fait que l'on peut être à la fois d'un côté et d'un autre, et pour les mêmes personnes, il faut aussi le prendre en compte dans la gouvernance, parce que ça veut dire qu'on ne peut plus aujourd'hui avoir uniquement des ennemis désignés et puis des amis. Non. On est avec des amis et des ennemis mélangés. Et ça aussi, c'est un problème très très important, je pense, au niveau des États. En particulier parce que beaucoup d'États, et en particulier les États en développement, ont eu tendance à se créer une existence par rapport à un ennemi qui était l'ennemi, soit héréditaire, soit colonisateur ou autre. Et maintenant, eh bien, justement, le problème change. Le problème change parce qu'on n'a plus un ennemi aussi clair qu'il n'était avant. Le troisième élément, c'est la modification des accords. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant en tout cas, dans le monde tel qu'il était conçu depuis 1945, donc depuis 70 ans, nous avions un monde dans lequel on a essayé de construire des organisations internationales mondiales. Soyons honnêtes, ça ne marche plus. Nous allons vivre un changement de ce côté-là, et on le voit bien déjà, les premières puissances du monde, que sont en particulier les États-Unis, sont en train de basculer d'accords internationaux globaux à des accords bilatéraux. Nous rentrons dans le monde des accords bilatéraux, c'est-à-dire de pôle à pôle, de groupe de pays à groupe de pays à pays, dans lesquels eh bien, nous aurons à chaque fois, dans ces négociations, dans ces discussions, une notion d'échange. Si je signe un accord bilatéral, c'est un accord équilibré.
Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Nous avons une action réciproque, équilibrée. Alors que jusqu'à maintenant, les accords mondiaux faisaient que certains pays étaient défavorisés, et les pays du tiers-monde le savent bien, hein, et certains pays étaient défavorisés au profit d'autres qui imposaient leur vision des choses. Là aussi, ça va changer nos modes de gouvernance, parce qu'il va bien falloir en tenir compte, et il va falloir donc voir comment nous pouvons mieux nous organiser au niveau des pays, au niveau de groupes de pays, au niveau régional, pour pouvoir justement faire fonctionner un système d'échange équilibré. Alors à partir de là, on voit bien que pour pouvoir y arriver, pour pouvoir gérer tout cela, et ça a été évoqué encore ce matin sur l'Afrique, on voit que nous avons trop souvent, la plupart des pays fonctionnent et ont fonctionné en réactivité. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on réagissait par rapport à un problème qui était créé, un problème qui survenait, ou encore un problème qui avait été lancé par d'autres auxquels il fallait répondre. On était en permanence dans la réaction. Dans le monde moderne dans lequel nous rentrons, il est évident qu'il va falloir changer de paradigme, il va falloir changer de critères, parce que la digitalisation change tout. Et on a la possibilité aujourd'hui d'avoir des informations sur pratiquement tout. L'intelligence économique, vous avez eu une conférence là-dessus, enfin une table ronde ce matin là-dessus, l'intelligence économique permet effectivement de recueillir des quantités d'informations, pour ceux qui veulent les recueillir, bien entendu, hein, et ces informations, elles vont permettre non plus seulement de réagir, mais c'est ça qui est fondamental, elles permettent d'anticiper. Si vous connaissez l'adversaire, si vous connaissez l'environnement, si vous avez parfaitement défini les gens que vous avez en face, les pays, les sociétés que vous avez en face, vous êtes capable d'imaginer ce qu'il faut faire pour gagner, ou alors ce qu'il faut faire pour bien négocier. Donc, bref, vous anticipez. Et c'est cette capacité d'anticipation qui va devenir fondamentale dans le futur. La bonne gouvernance, j'en suis personnellement certain, la bonne gouvernance du futur pour les entreprises comme pour les États passera par la capacité d'anticipation. Et c'est un changement fondamental par rapport à la politique qui est suivie dans la plupart des pays du monde, où on se contente de réagir. Et j'ajouterais que l'anticipation a un énorme avantage. C'est qu'à partir du moment où les responsables, le patron de l'entreprise, le chef de l'État, a une vision claire du futur qu'il souhaite, il est capable de mobiliser tout le monde autour, il est capable aussi d'assurer la cohérence de son plan d'action, et à partir de ce moment-là, donc, on est dans un système, on est dans un pays dans lequel tout le monde se mobilise, parce que tout le monde sait où on veut aller, et tout le monde comprend comment on va y aller, chacun y apportant sa contribution. C'est très important parce que lorsqu'on regarde, par exemple, tout à l'heure on parlait, à la table ronde précédente, on parlait de la bauxite et du cacao. Moi je suis très frappé de voir qu'en Guinée, sur la bauxite, eh bien, le président Alpha Condé a lancé tout un processus d'intelligence économique au niveau mondial pour voir comment mieux contrôler les cours de la bauxite et les suivre. Parce qu'il en est un acteur majeur et il veut justement ne pas être entre les mains des compagnies multinationales qui pèsent sur le marché de la bauxite dans tous les aspects du terme. Je vois une différence fondamentale avec le cacao, où dans le cacao, à l'évidence, personne n'a travaillé sur les problèmes d'intelligence économique en utilisant tous ces moyens pour définir une politique commune et cohérente des pays du centre de l'Afrique sur la problématique du cacao. Et pourtant, ça serait bien utile quand on voit actuellement les difficultés que peut générer les variations du cours du cacao au niveau mondial dans les pays concernés. Alors, pour terminer, je ne veux pas être trop long, mais pour terminer, je voudrais vous dire que je pense que le fondement même de la gouvernance du futur, dans les pays africains en particulier, c'est de passer de la gouvernance réactive, telle qu'on l'a pratiquée jusqu'à maintenant, à la gouvernance prédictive, c'est-à-dire la gouvernance dans laquelle on a suffisamment d'informations sur le futur pour avoir une vision, pour pouvoir anticiper, et pour reprendre une expression qui a été donnée hier, et que je partage tout à fait, également pour réduire la marge d'incertitude. Parce que plus on voit clair sur le futur, avec tous les éléments qu'on a pu recueillir, et moins l'avenir est incertain,
Et moins l'avenir est incertain, plus on crée la confiance au niveau d'un pays et plus on a des chances de réussir. Merci.